Il est 23 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Dans cette édition, le point des quelques résolutions adoptées à l'issue des travaux de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA qui ont pris fin ce 24 août à Abidjan. Le point de ces résolutions, ce sera à l'entame de cette édition avec notre reporter Moussa Konaté. Lutte contre la vie chère. Après une assemblée générale extraordinaire tenue à la mairie d'Adjamé ce mercredi, les commerçants appellent à une réunion d'urgence avec le gouvernement et les industriels. Objectif, trouver un nouveau mécanisme de fixation des prix dans l'intérêt de toutes les parties. On fera le point de cette réunion avec Lanciné Bakayo. Dans la sous-préfecture de Tabo, le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des enfants et des populations sur les dangers du travail des enfants. Une campagne qui sera axée sur la sensibilisation des parents et de leurs enfants sur les droits des enfants. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. A démarré le 15 août dernier, les travaux de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA ont pris fin ce 24 août à Abidjan. La mise en place d'escortes conjointes le long des corridors des États membres de l'UEMOA pour une meilleure sécurité des biens et des personnes, l'institutionnalisation de l'audience publique en vue de débattre de sujets d'intérêt commun et l'envoi d'une délégation du Conseil interparlementaire pour la paix en Côte d'Ivoire et au Mali pour un dénouement heureux sur la situation des 49 soldats. Quelques résolutions adoptées à l'issue de ces travaux avec notre reporter Konaté Moussa. Fin de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Plusieurs sujets débattus au cours de 9 jours de travaux. De nombreuses résolutions enregistrées, au nombre desquelles l'institutionnalisation de l'audience publique, puisque ça a été une nouvelle activité du CIP-UEMOA. La mise en place d'escortes conjointes entre les pays de l'Interland, où nous avons un véritable problème de sécurité dû au terrorisme qui sévit dans cette zone et qui est à la base souvent de blocage de convois, je veux dire de marchandises dans cette zone de l'UEMOA. Les rapports issus de la session, une fois envoyés dans les parlements, c'est envoyé aux États membres, aux chefs d'État membres. Et ça, nous comptons sur 2 voies. La première voie, c'est nos parlements. La deuxième voie, c'est la voie par la commission de l'UEMOA. Chacun à son niveau, dans sa diplomatie entre le Parlement et le gouvernement de son pays, puisse vraiment œuvrer pour que ça soit mis en pratique. La situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali également au cœur de ces assises d'Abidjan. Le comité interparlementaire de l'UEMOA appelle les hautes autorités de ces 2 États membres au dialogue. Engage le comité interparlementaire à se servir de la diplomatie parlementaire afin d'aboutir au règlement pacifique de ces différends opposant les 2 États frères. Décide d'envoyer une délégation du Conseil parlementaire pour la paix du CIP-UEMOA en Côte d'Ivoire et au Mali pour un dénouement heureux de ce différend. Le comité interparlementaire de l'UEMOA adresse des motions spéciales à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour sa contribution à la tenue de cette 50e session ordinaire, ainsi qu'au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication dans l'intégration sous-régionale. Deuxième titre de ce journal, dans la sous-préfecture de Tabo, le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des enfants et des populations sur les dangers du travail des enfants. Une campagne qui, nous le disions, sera axée sur la sensibilisation des parents et leurs enfants sur les droits des enfants en vue de l'élimination du travail des enfants. Frédéric Oulaï et Serge Coléa. À la salle des fêtes de Tabo sont réunis une centaine d'enfants et de parents. Venus des villages de la sous-préfecture, ils participent à un programme de sensibilisation sur les dangers liés au travail des enfants. Une initiative du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Sensibiliser nos parents, mais sensibiliser aussi les enfants que vous êtes. Il faut que vous connaissiez vos droits. Il faut que vous sachiez ce que c'est que le travail des enfants. Il faut que vous sachiez que la première dame, Maman Dominique Ouattara, ne vous interdit pas d'accompagner vos parents au champ,
mais ce qu'elle dit, son message, il est très clair. Vous pouvez aider les parents en dehors des heures de classe. Parce que la place des enfants, c'est où? Je veux vous entendre dire ça très fort. La place des enfants, c'est où? Très bien. Au menu, un atelier pédagogique et la projection d'un film pour favoriser la prise de conscience sur les droits des enfants. Représentant la secrétaire exécutive du CNS, Nadia Bende, chef de cabinet de la Première Dame, a situé les enjeux de cette campagne de sensibilisation. L'éradication du travail des enfants dans les plantations est un combat majeur que mène la Première Dame de Côte d'Ivoire. Nadia Bende a traduit le soutien de la Première Dame à travers un don d'1 550 000 francs CFA aux populations. Et on reste avec nos tout petits, mais cette fois en images, pour parler de divertissement. Ce mercredi 24 août 2022, la 4000 places du Palais de la Culture de Treichville était pleine à craquer à l'occasion de la finale de Wozo Vacances. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour partager ce moment de joie. Pour cette édition 2022, ce sont les anges de la tribu de Saaple de Danané qui se sont illustrés à la première place. Les enfants émergents de Yopougon viennent en deuxième position. Félicitations donc aux grands vainqueurs de cette édition de Wozo Vacances, édition 2022. À partir de 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, passera en mode fermeture saisonnière de la pratique de la pêche. En d'autres mots, on parle de fermeture biologique. C'est l'annonce faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, au cours d'une séance de travail à son cabinet. Séance à laquelle a pris part les ministres ghanéennes de la pêche. Tous deux ont abordé le chapitre de la coopération entre leurs deux pays en vue du développement des ressources halieutiques qu'ils ont en partage. Tanguy. Renforcement de la coopération en matière de recherche halieutique, collaboration pour avoir une position commune lors des rendez-vous internationaux sur la pêche, fermeture régionale saisonnière des pêches. Sur toutes ces questions au menu de leur séance de travail, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en phase. Elle pense que la lutte contre la pêche illégale est une question majeure pour laquelle les deux pays doivent fortement collaborer. Et donc, en un mot, il faut renforcer la lutte contre la pêche illégale dans le cadre de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, Sidi Touré a annoncé le repos biologique, c'est-à-dire la fermeture momentanée de la pêche en Côte d'Ivoire pour 2023. En matière de pêche, en tout cas, c'est que la ressource est partagée. C'est-à-dire le poisson que vous voyez dans nos eaux sur le littoral n'est pas exclusivement dédié à la Côte d'Ivoire puisqu'il voyage. Et donc, il nous faut avoir dans ce genre de situation une stratégie commune pour pouvoir adresser toutes les problématiques qui se retrouvent dans nos différents eaux. Nous avons parlé au cours de nos échanges de la problématique de la pêche illicite où il y a fortement besoin de prendre des décisions communes et mener des patrouilles conjointes pour pouvoir adresser le sujet. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont convenu de collaborer sur bien d'autres fronts, notamment sur le front de la lutte contre la piraterie maritime et la réactivation des programmes de recherche communs. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et ses partenaires que nous retrouvons sur un autre terrain, celui de la célébration pour la toute première fois en Côte d'Ivoire de la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Et c'est le village de Niéga, dans le département de Sassandra, qui a été retenu pour cette célébration. Plus de précisions dans ce reportage de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Selon des études menées par des experts de 2000 à 2020, la Côte d'Ivoire a perdu 10% de sa superficie de mangrove, soit 1000 hectares. Une perte essentiellement due à la création des plantations, à la construction de routes et à la coupe de bois pour fumer le poisson. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et ses partenaires mènent des actions de sensibilisation pour freiner la disparition de la mangrove. D'où cette journée internationale de la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée à Niéga, un village du département du Sassandra qui, contrairement aux autres, préserve encore ses arbres de l'eau. Ici à Niéga, le mangrove est interdit d'être coupé pour faire le fagot. Depuis la nuit des temps, nos grands-parents n'ont jamais coupé ça. Non, nous préservons parce que les mangroves permettent aux poissons de pondre. Et c'est à travers ça aussi que les poissons
devient plus beaucoup dans la lagune. Là où cette sauvegarde a été faite et réussie, nous voulons venir aujourd'hui leur faire remarquer et les encourager à continuer à mener cette sauvegarde. Si nous voulons avoir une pêche durable, il faut conserver effectivement la mangrove. La mangrove capte le CO2 qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le préfet des régions Koulibaly Lamine, qui présidait cette cérémonie dédiée à la sauvegarde des mangroves, a invité les populations des autres villages du littoral à faire comme Niega, car 80% de ces poissons dépendent de ces mangroves. À présent, la région de Gbek, des dizaines de commerces effondrés et un centre de santé sous les eaux. Les tristes conséquences engendrées par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 23 au 24 août sur la ville de Bouaké et ses environs. Les sinistrés, dépourvus et dépassés par la fureur de ces gouttes de pluie, appellent à l'aide dans ce reportage de Soro Corona. Bouaké, scène de désolation au centre SAS. Des bureaux de ce centre de santé pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sous les eaux. Nos bâtiments techniques ont été inondés. Nous avons dû enlever tous nos dossiers, sinon on aurait tous perdu, on en a perdu quelques-uns. Alors nous interpellons les autorités de la ville pour qu'ils viennent voir ce qui se passe, sinon ça va être catastrophique à l'avenir. Au quartier Broukoubankou, le magasin de Grâce Koulibaly comme plusieurs autres commerces se sont écroulés. Ne sachant pas quoi faire, les sinistrés s'en remettent à Dieu. Je suis venu constater les faits, les dégâts. En tout cas, les marchandises à beaucoup sont parties, mais ils rendent gloire à Dieu comme au moins il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Tout près de là, une maison s'est écroulée à moitié. Les occupants étaient absents lors de notre passage. Le pont qui relie le quartier Broukou au centre-ville n'a pas résisté face aux eaux de ruissellement. Ça a inondé le pont. Quand le pont est inondé maintenant, l'eau a pris tout le terrain. Ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Depuis la matinée du 22 août, plusieurs rues de la commune de Bouaké sont sous les eaux. La circulation est quasiment impossible à certains endroits. Au niveau des rails du quartier Koko, la route est complètement envahie par les eaux. Il faut s'armer de courage pour tenter la traversée. Et sous un ciel plus clément, ici à Abidjan, après une assemblée générale extraordinaire tenue à la mairie d'Adjamé ce mercredi, les commerçants appellent à une réunion d'urgence avec le gouvernement et les industriels. Réunion qui devrait contribuer à trouver l'équilibre entre la nécessité de garantir des prix raisonnables en faveur des consommateurs et l'urgence de sauver les activités commerciales dans un contexte de hausse mondiale généralisée. Objectif, trouver un nouveau mécanisme de fixation des prix dans l'intérêt de toutes les parties. Témoin de cette réunion, Lanciné Bakayoko. Cette réunion tripartite d'urgence, gouvernement, industriel, commerçant, sollicitée par la Fédération nationale des acteurs du commerce FENACSI, fait partie de la demi-dizaine de recommandations formulées au terme de cette Assemblée générale extraordinaire d'Adjamé. Cette rencontre d'urgence est demandée afin de nous accorder sur les prix fixés. Parce qu'on s'est rendu compte que d'une localité à l'autre, les prix différaient, justement parce que dans leur fixation, le ministère n'a travaillé qu'avec les fabricants et les industriels sans tenir compte des réalités des commerçants très souvent. Et donc nous demandons cette note d'urgence pour harmoniser afin que quand un prix est arrêté, tout le long de la chaîne, personne ne puisse se dérober quant à son explication. Afin de contenir la hausse des prix, le gouvernement a arrêté courant mars 9 mesures fortes destinées à préserver le pouvoir d'achat des populations. Il s'agit entre autres des mesures liées au plafonnement, à l'élargissement de la liste des produits réglementés et même au renforcement de la surveillance par l'affichage impératif des prix. Un livre blanc proposant des changements en profondeur devrait être soumis au chef de l'État le 9 septembre prochain. Par exemple, quand on prend le problème de la douane, on estime que certaines tarifications douanières sont excessives. La cherté du port d'Abidjan, par exemple. Voilà autant de discussions sur lesquelles nous avons de la documentation et sur lesquelles on voulait échanger avec le président de la République. Cette Assemblée générale extraordinaire dans la commune marchande d'Adjamé a fortement mobilisé la profession commerçante venue des 4 coins de la Côte d'Ivoire.
Le projet d'adressage des rues d'Abidjan a démarré dans les communes de Koumassi, Marcory et Port-Boué pour s'étendre progressivement aux autres communes. Des rencontres d'échange ont été initiées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec le ministre-gouverneur du district d'Abidjan et la mairie de Cocody en vue de finaliser la numérotation et les dénominations des rues. Lancine Bakayoko. Au cours de ces échanges, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan s'est imprégné de l'intégralité du processus d'adressage ainsi que des principes du partage des responsabilités entre le district et les communes qui en sont les bénéficiaires directs. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la dénomination des voies et lieux publics de tout le territoire du district. C'est un travail collectif et qui doit se faire avec les collectivités. Donc il est nécessaire que nous rencontrions ces collectivités, nous leur présentons ce qui est fait et nous bénéficions de leurs conseils, de leurs orientations dans la dénomination du territoire. Outil de gouvernance locale et de gestion urbaine, l'adressage facilite entre autres le repérage des citoyens et des institutions dans la ville, la mobilisation des recettes fiscales et des taxes communales et la délivrance des services publics. Quand on met tout cela ensemble, c'est un bon paquet d'avantages pour lesquels l'unité de réalisation de ce projet nous donne vraiment satisfaction. On ne peut que les encourager. Les promoteurs du projet d'adressage des rues se sont également rendus à Cocody. Dans cette commune au cœur d'Abidjan, en constante évolution, les autorités municipales ont promis une plus forte implication. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, avec les GPS, que le visiteur qui vient à Abidjan ou à Cocody puisse s'orienter et aller facilement là où il va, comme on le fait dans les pays modernes. Lancé par le Premier ministre Patrick Kachi, ce projet d'adressage des rues d'Abidjan est financé par la Banque mondiale et devrait durer 3 ans. Il concerne 12 000 voies. Avant que les rues ne connaissent leur dénomination finale, 104 360 candidats prennent part aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'INFAS, session 2022 pour 8 000 places disponibles. C'est le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves ce mercredi 24 août 2022 à l'école de base INFAS d'Abidjan, en présence de plusieurs acteurs de la santé. Ces épreuves se dérouleront pendant 2 semaines. Les précisions de Sephora Zegui. Institut national de formation des agents de santé INFAS. Ce matin, le centre est visité par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba est sur le terrain pour le lancement des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'INFAS. Mais avant, le ministre prodigue quelques conseils aux candidats. Normalement, celui qui travaille à sa place. Voilà pourquoi je voudrais vraiment vous demander de travailler consciencieusement. Votre réussite dépend de ce qui est devant. 104 360 candidats en lice pour 8 000 places à pourvoir, soit le double comparativement à l'an passé. Le concours de cette année vise à doter donc, dans 2 ans, 3 ans, notre système de plus de 8 000 personnes supplémentaires. Et nous avons enregistré un nombre record de candidats, mais j'ai tenu à les rassurer que les meilleurs seront retenus, parce que ce que nous visons, c'est d'améliorer la qualité donc, des soins donc, dans nos hôpitaux et de viser l'excellence à tous les niveaux. La recherche de l'excellence est la priorité de la tutelle. Ainsi, pour éviter la tricherie et la fraude, quelques innovations voient le jour. Il y a déjà 3 ans que nous avons mis les innovations en place. Les différentes versions pour la composition, ce qui fait que vous êtes voisins, vous avez la même épreuve, mais pas le même ordonnancement donc, de ces épreuves-là. Vous avez la sécurisation qu'on a faite encore avec le comité d'organisation, un peu plus sérieux. On a réduit l'équipe de rédaction, donc même des sujets. Ce concours concerne les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et auxiliaires de santé. Pour cette première journée, les techniciens supérieurs ouvrent le bal. C'est la première fois que je passe le concours. Les épreuves sont abordables. Il ne s'agit pas de tout cocher, mais il s'agit de répondre aux questions dont on peut répondre en fait. Les épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'INFAS vont s'étendre sur 2 semaines et les résultats seront connus le 5 octobre prochain. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 24 août 2022 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 815 échantillons prélevés, soit 3,8% de cas positifs, 52 guéris et 0 décès. À la date du 24 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 542 cas confirmés, dont 85 660 personnes guéries, 817 décès et 65 cas actifs. Le nombre total d'échantillons de 1 603 568 le 23 août 2022. 27 024 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 225 236 doses du 1er mars 2021 au 23 août 2022. Tiango Folokar, dans le département de Sinématiali, dans le Poro, reçoit sa toute première école maternelle de 3 classes, un bureau de direction et un bloc sanitaire. Elle est offerte au ministre, directeur de cabinet du président de la République, par ses amis regroupés au sein de la plateforme des amis de Fidel Sarasoro, des élus et des cadres. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Ils sont âgés de 3 à 5 ans, c'est tout petit au nombre de 50. C'est cette toute nouvelle école maternelle qui va leur offrir leur toute première expérience scolaire à Tiango Folokar, village situé à 5 km de Sinématiali dans le Poro. Baptisée École maternelle Fidel Sarasoro, du nom du ministre directeur de cabinet du président de la République et député de Sinématiali. C'est le don de la plateforme des amis de Fidel Sarasoro, un ensemble d'élus et cadres unis pour la promotion des actions de développement. Monsieur le ministre directeur du cabinet, au-delà de l'inauguration de l'école maternelle Fidel Sarasoro, nous sommes venus vous témoigner notre admiration, notre attachement à votre vision de l'excellence. Homme discret, fidèle et loyal au président de la République Alassane Ouattara, nous sommes à votre école. Nous, amis de Fidel Sarasoro, nous nous tenons à vos côtés pour les défis futurs. Pour joindre l'utile à l'agréable, le parrain de la cérémonie, Jacques Assaoré Konon, directeur général du Trésor public, offre près d'une centaine de tables-bancs. Je m'associe à ce élan en offrant à la nouvelle école ces quelques tables-bancs pour permettre à nos enfants d'aborder la rentrée à venir avec plus de sérénité. La direction régionale de l'éducation nationale et le député de Sinématiali, Fidel Sarasoro, expriment leur reconnaissance aux donateurs quant à l'amélioration des conditions d'apprentissage de ces tout-petits et celle du travail de leurs encadreurs. Un acte qui s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement. Imaginez ce que ces 3 classes vont produire comme intellectuels, comme hommes de valeur demain. C'est pour cela que ce que nous faisons aujourd'hui est tellement important à l'échelle de la nation pour le futur, que je voudrais dire merci aux initiateurs. Et sachez que ce mot merci est rempli de symboles et de valeurs. La plateforme des amis de Fidel Sarasoro a aussi réhabilité un logement de maître. Il prévoit d'autres actions de développement dans le Poro. Dans la ville de Diabo, les acteurs exerçant dans la production de semoule de manioc, appelé communément le garba, demandent du soutien dans le cadre de leur activité. Ils sont pour la plupart ressortissants du Niger. Malgré la forte demande, l'activité reste encore dans l'informel. Godefroy Okambawa nous en parle. 2 fois dans la semaine, certaines cours de la commune de Diabo, dans le département de Botro, se transforment en ateliers de production d'une qualité d'atiéké qu'on retrouve généralement chez les vendeurs de garba, appellation attribuée particulièrement à la communauté nigérienne qui exerce ce métier. La concession du chef de canton Glo Mamela n'y échappe pas. Kwakouakissi, voisine à l'autorité traditionnelle, y a implanté une fabrique de fortune. J'ai fait des enfants, il n'y a pas moyen pour les mettre à l'école. C'est à cause de ça. J'ai décidé de faire acquérir pour avoir l'argent pour faire partie à l'école à mes enfants. Aujourd'hui, l'activité a grandi et elle y travaille avec tous ses enfants déscolarisés. La production mensuelle est estimée à plus de 200 sachets de 20 kg vendus à 5 000 francs l'unité sur le marché. Du vendeur de manioc, borchamp, aux travailleurs sur l'espace,
Chacun y trouve son profit. Vous voyez, planter le manioc que nous nourrissons l'homme à Diabo. S'il y a besoin d'un petit jeton, c'est là bon, je prends un peu pour venir vendre. Avec mon âge, je ne peux plus aller au champ. Je viens les aider et en retour, j'ai un peu d'argent pour manger. On a plein de besoins, les marmites, maintenant le local aussi. Ça là, on a demandé, le terrain là ne nous appartient pas. Pour l'autorité municipale, cette activité est un atout important pour Diabo, en ce sens qu'elle est génératrice de revenus et emploie des milliers de personnes. Cette activité, elle est menée dans le secteur informel. Nous avons, avec le service socioculturel, identifié ces personnes recensées et voir comment est-ce qu'on peut les aider véritablement. Et comment, d'abord, à moderniser la chose et à les aider à mieux vendre. Parce que quelquefois, malgré la souffrance que vous voyez qu'elles font, il y a une mévente. Cette activité dans la ville de Diabo n'est sans conséquence pour l'homme et l'environnement. Les tas de fagots provenant de la déforestation, les déchets et eaux usées polluent certains quartiers de la ville. On accepte ce travail des femmes. Diabo est une grande région productive d'Atiéké qui part sur Abidjan. Donc à ce titre, les femmes, c'est leur activité principale qui est là. Donc elles s'adonnent à ça, donc on les encourage à le faire. On a sensibilisé à plusieurs reprises que ces femmes prennent vraiment leur courage en main afin que ces saletés-là puissent être dégagées très loin. La sensibilisation, il faut toujours axer toute stratégie là-dessus. Nous avons encore repassé sur ces femmes, les convoquer à nouveau pour leur dire nous avons aujourd'hui le bitume. Nous avons obtenu des projets pour elles, mais avant la phase de démarrage effective de ce projet, qu'elles respectent un certain nombre de règles. Les autorités s'engagent à améliorer les conditions de travail de ces femmes. Des actions qui permettront sans doute l'autonomisation de la femme de Diabo. Les producteurs d'Atiéké des populations autochtones, comme vous avez pu bien le constater dans ce reportage de Godefroy Okambawa. Sachez également que la deuxième université d'été organisée par l'ACP UE Culture base son plein à Accra, au Ghana. Les techniques de leadership et de l'encouragement à constituer un réseautage solide ont dominé les travaux à l'Alliance française. Il a été conseillé à ces 15 opérateurs économiques culturels ouest-africains d'œuvrer par leur gestion, leur méthode à la mise en place culturelle viable et pérenne. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur ce reportage de Issa Chonanyeo, envoyé spécial à Accra au Ghana. Et puis dans l'actualité internationale, en Angola, 14 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi 24 août 2022 pour les élections générales. Ils devaient choisir leurs députés ainsi que le président de la République. Les bureaux de vote ont fermé. La Commission nationale électorale a déclaré que le décompte des voix pourrait prendre à plusieurs jours. La journée de vote s'est déroulée dans le calme. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable à fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.